Nouveau numéro de votre magazine, le journal des correspondants, votre mission qui revient chaque week-end sur les différents sujets qui ont marqué l'actualité dans les différentes provinces, les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Exceptionnellement pour ce week-end, nous sommes encore ici à Kinshasa avec nos correspondants venus justement, vous le savez, pour la célébration des 20 ans Top Congo FM au studio ici à Kinshasa. Nous sommes une fois de plus avec Nicolas Kazadi, Jonathan Kombi, Timothée Prince Odia, Jonathan Messa, Erickson Louombe, Grace Lola, Fabien Gouesh, venu de plusieurs provinces à qui je salue. Bonjour. Bonjour cher José Manzanza, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de la fréquence utile. Timothée Prince Odia, je signale, là c'est Jonathan Messa, bonjour. Bonjour José Manzanza et salutations cordiales à tous les auditeurs de la fréquence utile. Nicolas Kazadi, José Manzanza, bonjour, je représente ici la région du Kasaï oriental. Vous l'avez dit, c'est Jonathan Kombi de Goma, Nord Kivu. Bonjour à tous, salutations distinguées. Alors, nous sommes également avec nos correspondants Fabien Gouesh, venu de Chikapa, province du Kasaï, et également Erickson Louembe de Beni, province du Nord Kivu, mais également Grace Lola, venu de la province du Sud Kivu. On va parler aujourd'hui des développements des provinces. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des institutions stables au niveau des provinces afin de propulser ou permettre notamment les développements des provinces. Vous le savez, depuis un temps, les provinces de la RDC font face à de multiples crises, notamment entre les assemblées provinciales avec les exécutifs provinciaux. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'il faut pour avoir des provinces stables qui permettent justement le développement du pays? On va commencer avec Nicolas Kazadi où la province connaît une agitation particulière depuis un temps. Le gouverneur nouvellement élu, le gouverneur Mathias Kabea Machi Abidi est également visé par des motions de défiance. Qu'est-ce qui se passe finalement dans la province du Kasaï oriental? Toujours des motions, toujours des tensions. La province n'a jamais connu la stabilité depuis le début de cette législature. Eh bien, alors, il faut rappeler ici déjà les contextes des événements. Le gouverneur Mathias Kabea est arrivé à la tête de la province du Kasaï oriental après la déchéance du gouverneur Jean Maouja, qui avait été destitué notamment pour plusieurs griefs, entre autres la mauvaise gestion et aussi une question d'incompétence avérée selon la motion qui avait été initiée à l'époque par un groupe de députés, alors que Yves Mwamba-Kadima présidait encore l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Un autre contexte se positionne. Ce qui est vrai, c'est que le gouverneur Mathias Kabea, en arrivant à la tête de la province, il avait suscité cet espoir-là qui devrait encore renaître parce que l'espoir était presque perdu. Dans une région où l'on parlait beaucoup plus opposition et qu'une fois on pouvait parler majorité présidentielle, beaucoup attendaient de ces régimes en fait. Et arrivé au point où on se retrouve que rien ne s'est fait concrètement sur le terrain, il fallait partir les gouverneurs qui étaient là, Jama ou Jamouteba, et que c'est le gouverneur Mathias Kabea qui devrait relever les défis. Il arrive à son niveau. Vous savez, là-bas, lorsque vous travaillez, il est très difficile de pouvoir évaluer là parce que tout est à refaire et tout est prioritaire. Tout est priorité. Parce que vous arrivez dans une région où vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas d'électricité, les infrastructures de base n'y sont presque pas. Et que c'est à peine, grâce à certains projets présidentiels, qu'on arrive à avoir cette lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir ne pouvait être maintenue que si nous avons aussi un gouverneur qui s'assume. Parce que tout le projet, il faut le dire ici, à impact visible qui ont été initiés jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont des projets initiés par la présidence de la République. Il y a notamment des projets aujourd'hui financés par le FPI, notamment dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Il y a aussi des projets qui sont initiés pour la réhabilitation et construction de la voirie urbaine de Mbujimaï. Ça appelé généralement à une question de travailler sur cette voirie urbaine dans un partenariat public-privé. Et lorsque un gouverneur arrive, il devrait garder cette lueur d'espoir. C'est-à-dire quoi? Il devait montrer un management, un leadership fort. Il fait de promesses et il les réalise. Mais malheureusement, ce n'est sûrement pas le cas, mais aussi, ici, faudra-t-il le relever, la province du Kasaï oriental fait face à de nombreuses difficultés. Non, mais Nicolas Kazadi, tous les contours de la gestion de la province, on est au courant. Mais les problèmes, c'est ce qui se passe justement, des crises persistantes et permanentes. Nous avons eu le gouverneur Jama Ouejamouteba élu par une assemblée à majorité UDPS, les députés UDPS, le gouverneur Mathias Kabea. Également, il est élu par une assemblée à majorité UDPS. Est-ce qu'au finish, les problèmes, ce n'est pas les partis au pouvoir qui est majoritaire au niveau de l'assemblée sur place dans la province du Kasaï oriental? Bon, s'il faudrait parler aujourd'hui du parti, vous savez que l'Union pour la démocratie et le progrès social prône la social-démocratie.
et qu'aujourd'hui, c'est cette social-démocratie qu'il faudrait imposer au sommet de l'État, qui a une certaine priorité, et c'est un slogan, et tout le monde en parle. C'est le peuple d'abord, c'est-à-dire quoi? Mettre le peuple au centre de son action, travailler exactement pour l'intérêt du peuple. La principale question qu'il faudrait se poser ici, c'est laquelle? Est-ce que tous ceux qui sont venus depuis qu'on a changé de gouverneur à la tête de la province du Kasaï oriental, ont exactement travaillé dans la vision du peuple d'abord? Parce qu'il faut rappeler un autre contexte osé. On peut être élu au nom de l'UDPS, mais quand on devient gouverneur, on n'est plus gouverneur de l'UDPS. Rassurez-vous. Parce que là, vous ne représentez pas simplement une population qui est toute de l'UDPS. Ce n'est pas toute la population du Kasaï oriental qui est de l'UDPS. Ça serait utopique de penser comme ça. Non, mais les choix du candidat gouverneur est avant tout politique. Avant de devenir homme d'État, c'est la politique qui choisit, qui désigne le mieux, qui désigne, c'est lui qui représente le mieux le parti, c'est lui qui a des valeurs, c'est lui qui peut porter justement la vision du parti au niveau politique pour les affaires de l'État. Mais quand on arrive, après un moment, on se rend compte que tous les gouverneurs qui sortent justement de l'UDPS ne sont pas bons et que l'UDPS continue de sanctionner à travers l'Assemblée qui est majoritairement UDPS. Mais c'est ça aussi les contrastes. Encore faudra-t-il encore revenir sur la question de l'Assemblée. Elle est constituée de quoi et de qui? Voyez-vous, c'est qu'aujourd'hui, c'est une question de compétences qu'il faudrait relever. Est-ce que les députés provinciaux, parce que j'ai comme impression que les gens aujourd'hui ont l'enthousiasme de dire que tel est venu, tel gouverneur est venu, on doit les chasser et il doit partir. Mais on oublie tout de même la responsabilité aussi de l'Assemblée. Si vous traitez quelqu'un d'incompétent, qui a amené cet incompétent là-bas? C'est l'Assemblée provinciale qui doit élire un gouverneur. Et vous êtes en train de l'élire sur base de quoi? Voyez-vous, c'est qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas analyser la question simplement en un seul sens, mais il faut regarder aussi les sens retour. Qui ont envoyé ces gouverneurs là où il est? Ce sont les députés. Et si aujourd'hui, ils ont eux-mêmes élu quelqu'un qui n'arrive pas à s'assumer, ils ne doivent qu'assumer. À un certain moment donné, il faut s'arrêter, oser. Nous sommes à combien de mois d'élections, des élections en RDC? Faudra-t-il continuer dans la même lancée? Faudra-t-il les destituer pour que qui revienne? Ça aussi, c'est une question. Merci beaucoup, Nicolas Kazadi. Je rappelle, correspondant des Top Congo FM dans la province du Kasaï oriental. Allez, Jonathan Messa, correspondant des Top Congo FM dans l'espace Grand Bandundu. Votre région n'est pas également épargnée des crises persistantes. La dernière, c'était dans la province du Congo où le gouverneur avait même démissionné. Est-ce que les problèmes, c'est les députés, comme l'évoque Nicolas Kazadi, les députés qui votent mal les gouverneurs, qu'ils sont obligés ou finalement après de vouloir destituer? Merci beaucoup aux Zanza de la parole, mais je pense que les problèmes des provinces telles que celles du Grand Bandundu ne sont pas seulement dans les provinces, mais c'est aussi à aborder surtout à deux niveaux, notamment des problèmes endogènes et exogènes. Lorsque je parle des problèmes au niveau de province, pour moi, c'est une législature presque de l'échec à tous les niveaux, que ce soit dans le gouvernorat, que ce soit dans les assemblées provinciales. Je me demande quel rôle auront joué toutes les assemblées provinciales durant les 4 années passées. Les assemblées provinciales, justement, c'est même ça la question, Jonathan Messa. À deux niveaux. Premièrement, de légiférer. Deuxièmement, de contrôler. S'il faut se poser la question dans une assemblée provinciale telle que celle du Kwilu, moins de 10 et 10 depuis le début de la législature, comment ça se justifie lorsque la session commence au mois le 30 mars, les députés viennent le 29 avril, presque un mois passé comme ça, sans plénière. Quand on convoque la plénière, c'est soit 5 députés, 11 députés, il n'y a pas de quorum. Le quorum n'est pas atteint pour permettre à l'Assemblée provinciale de valider. Et on arrive à la va-vite, à un mois presque de la fin de la session, on arrive, on bâcle les choses, on ne fait presque rien, on rentre en vacances parlementaires. Et après, on attend de l'argent. Mais aussi, les assemblées provinciales devaient jouer un rôle d'éveil auprès du gouvernement provincial. S'il faut se poser la question, le programme du gouvernement provincial du Kwilu était axé sur 5 piliers, dont les plus forts, c'est la promotion de l'agriculture. S'il faut se poser la question, combien de champs, combien d'hectares dans le Kwilu qui est à vocation agricole? Aucun. Il y a eu à peine un service provincial qu'on a créé qui s'appelle Spark. On a planté, je pense, pas même 1 kilomètre. Pas même 1 kilomètre, qui n'a servi à rien presque, même pas à la population des Bandundu-Ville. Aucun projet dans ce sens. Et l'Assemblée provinciale est là à regarder. Rien n'a évolué pendant ce temps. Si ce n'est que, parfois,
on initie des pétitions contre les présidents de l'Assemblée provinciale, il tombe, quand il revient, on initie encore contre les bureaux actuels et on tente une motion de défiance contre le gouverneur. En fait, la population ne s'est pas retrouvée dans la région du Grand Bandundu durant cette législature parce que c'était d'abord les intérêts politiques des députés et des gouverneurs qui ont fait valoir leurs intérêts à la place de ceux de la population. Que ce soit dans le Maïndombe, c'était le gouverneur Poutoupol qui a été déchu par l'Assemblée provinciale, puisque ne s'entendant pas bien avec le vice-gouverneur et pas bien vu d'un mauvais œil par les députés provinciaux. Ça a été le cas dans la province du Coin où le vice-gouverneur a été déchu. Aujourd'hui, c'est un peu le cas, mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui est fait d'un point de vue effectivité? Rien du tout. Les gouvernements provinciaux sont là. Les routes des dessertes agricoles sont en délabrement. Merci beaucoup, Jonathan Messa. Alors, Jonathan Kombi, vous êtes correspondant des Top Congo FM à Goma, dans la province du Nord Kivu. Votre province, avant l'avènement de la gouvernance militaire, n'était pas épargnée de ces crises persistantes entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qui justifie justement ces initiatives qui visent à tout moment à faire tomber le gouvernement, les gouverneurs, alors que cela freine le développement des provinces? Bien, merci Osé, je crois l'avoir dit la fois dernière, mais il faut ici faire la part des choses. Le Nord Kivu, je crois que c'est une province modèle, parce qu'on a eu quand même un gouverneur qui a fait 12 ans à la tête de cette province. Vous parlez de Julien Paluku. Julien Paluku Kaonga, aujourd'hui ministre de l'Industrie, qui a fait 12 ans à la tête de la province, malgré toutes les perturbations qu'il y avait eu dans la province. Il a su s'assumer, il a su gérer des crises là-bas et les députés, il a justement bien travaillé avec ses députés provinciaux. C'est un modèle. Pourquoi? Parce que là, ça lui a permis de pouvoir effectuer certains travaux de développement. Alors, par rapport à tout ce qui se passe dans d'autres régions, mais ça venait de l'évoquer, ce sont des conflits d'intérêts. On ne peut pas ici dire que, bon, on a mis un gouverneur incompétent, on a mis un gouverneur... disons, de tel ou tel autre camp politique, ils ne jouent pas bien la carte. Ce sont les intérêts des députés, parce que là aussi, il faut bien marteler, ça signifie, parce que quand il parle de 5 députés qui arrivent pour une plénière qui devait accueillir une trentaine de députés, c'est quand même une honte pour cette population. Ces députés-là doivent être sanctionnés. Et heureusement que nous sommes à quelques mois des élections et cette population doit être vigilante, parce que ces genres de députés ne doivent pas être ramenés au Parlement ou à l'Assemblée provinciale. Et pour compléter, Jonathan Kombi, tu es en train de parler, il faut se poser la question, durant la session de mars, si les députés ont travaillé, ils sont arrivés dès lors que c'était la question... Là, vous parlez de la région du Grand Bandundu, c'est peut-être pas le cas dans tout le pays. Ils sont arrivés presque lorsqu'il a fallu déposer des candidatures pour les législatives nationales. Tous les députés ont quitté le chef-lieu. La session s'est clôturée comme ça, que de poisson, par une plénière qui n'avait même pas 20 députés sur les 48. Voilà. C'est de la honte pour cette législature. J'étais justement en train de vouloir évoluer dans mon idée, c'est-à-dire, Osé, il faut que les députés, quand ils sont envoyés à l'Assemblée provinciale, disons, quand ils sont envoyés par les peuples, ils doivent s'assumer, en fait. Ils doivent porter la voix de la population et ne pas y aller pour les intérêts. Et c'est justement à cette population de bien voir, j'étais en train de le dire, les élections approchent, il ne faudra plus voter des gens parce qu'ils ont amené du sel, parce qu'ils ont amené des pagnes, parce qu'ils parlent très bien français, et vous pensez que ce sont eux qui vont parler à votre nom, parler ou plaider pour votre cause. Ça signifie que pour le Nord Kivu, je reviens sur la province qui me concerne le plus. Au Nord Kivu, c'est vrai, Carline Nzanzu Kasivita, avant l'état de siège, il travaillait un peu bien avec l'Assemblée provinciale parce qu'il faut justement qu'il y ait cette harmonie-là entre l'exécutif et le Parlement. S'il n'y a pas cette collaboration, s'il n'y a pas cette coopération, eh bien, la province ne peut pas évoluer. Au moins, Kasivita, c'est vrai, il y a eu des députés de l'opposition qui commençaient déjà à l'attaquer, qui commençaient à initier des motions contre lui. Et bon, faut-il dire ici que l'état de siège est venu les sauver de cette démarche qui était déjà en cours par un certain nombre de députés, je ne crois pas, mais au moins il a une majorité parlementaire au Nord Kivu. Le problème au Nord Kivu, c'est que l'état de siège n'accorde plus aux députés
cette opportunité ou cette possibilité de pouvoir, voilà, en tant que député, parce qu'ils ont des restrictions, notamment à cause de cet état de siège. Et donc, le Parlement est là, mais il ne travaille pas, il ne travaille plus, et donc le gouvernement militaire est là, il fait tout ce qu'il veut. C'est vrai, il est là pour la cause de la sécurité, mais il se demande aussi pour certaines actions de développement, malgré tout ce qu'il y a comme critique. Mais bon, nous espérons que cet état de siège, comme il a également été critiqué négativement, il va prendre fin d'ici là, où on va les restructurer, ou je ne sais pas comment on va les qualifier. Mais au Nord Kivu, en tout cas, il n'y a pas assez de changements de gouverneurs. Et ce qui permet à cette province, malgré l'insécurité, c'est une province aujourd'hui, si vous y arrivez en tout cas, à Goma, il fait beau vivre quoi, quand même. Alors Erickson Louembe, on parle de la province du Nord Kivu. On va poser une analyse comparative de l'avènement de l'état de siège et la période justement de l'état de siège. Le gouverneur politique qui était élu, Kalinza Kasivita, était là. Il était élu par les députés provinciaux. C'est lui, Constantin Dima, qui arrive, le gouverneur militaire, nommé par les chefs de l'État. Est-ce qu'il y a une différence, justement, en termes de progrès, en termes de développement, entre la gouvernance militaire et la gouvernance civile? Bon, nous pouvons dire que... Erickson Louembe, que je rappelle, le correspondant du Top Congo FM, a béni dans la province du Nord Kivu. Oui, d'accord. Par rapport à votre question, entre le gouverneur sortant, le gouverneur civil et le gouverneur militaire, il y a une différence. Il y a une différence parce que le gouverneur civil, lui, avait asphalté certaines routes secondaires dans la ville de Béni. C'était une première parce que son prédécesseur n'avait pas posé une action de développement dans la ville de Béni. Mais Carli Nzanzu Kasivita, lui, en dépit des tiraillements au Parlement, il a quand même su asphalter ne fût-ce que 3 km dans le centre-ville de Béni, parce que c'est seulement la nationale le boulevard qui relie la route nationale numéro 4 et l'axe Béni-Boutembo qui était asphalté depuis les années 2006. C'est-à-dire qu'avec les nouveaux gouverneurs militaires, action de développement à Béniville, non. Les routes secondaires sont dans un état critique et en dépit de cela, les contextes sécuritaires aussi, même si ces routes peuvent être réhabilitées, elles ne seront pas fréquentées à cause de l'insécurité. Donc, il n'y a pas de routes secondaires, comment dirais-je, les routes... qui vont vers le village, des dessertes agricoles, voulais-je dire, qui sont dans... Donc, à vous écouter, bien que le gouverneur soit militaire, les chefs de l'État d'ailleurs avaient exprimé cela comme un vœu, ils souhaitaient voir les gouverneurs des provinces être nommés. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, il est évidemment militaire, nommé. Vous estimez que l'action du gouverneur nommé, militaire qu'il soit, n'est pas très efficace que l'action du gouverneur civil qui était Carli Nzanzu Kasivita? Non, non, pas cela, mais plutôt le gouverneur militaire. Il y a quand même les actions de développement. Parce qu'actuellement, la route Béniville-Mangina, long de 30 km, est réhabilitée à terre battue. Ça n'existait pas avant. Il y a la route Béni-Kassine, 79 km, qui est en bon état. Il y a la route Béni et Boutembo, 54 km, aussi en bon état. Par rapport à ces routes nationales, il y a quand même... Le gouverneur est en train de travailler. Parce qu'il collabore avec les entrepreneurs locaux. Sur le plan route, ça va. Même dans la cité de Mangina située, c'est la cité qui accueille tous les déplacés dans la région à cause de massacres de la population civile. Là, c'est pour la première fois qu'il a construit le bureau administratif de cette commune rurale. Voilà les quelques réalisations du gouverneur militaire. Mais à part les infrastructures, d'autres secteurs sont presque paralysés parce que sur environ 30 heures de santé, il n'y a que 13 qui sont opérationnels. Les autres sont paralysés à cause de l'insécurité. C'est-à-dire que sur le plan développement, nous pouvons dire que le gouverneur militaire a travaillé par rapport au gouverneur civil.
Mais sur le plan sécuritaire, c'est chaos. Merci beaucoup, Erickson Louembe. Sur plateau, on est également avec Timothée Prince Odia, qui est venu de la province du Lualaba, ville de Kolosi, correspondant de Top Congo FM. Dans cette partie du pays, on parle de la stabilité des institutions. Il y a eu déchéance du gouverneur de cette province, Richard Mouyej, on le sait tous. Où est-ce que nous en sommes à ces jours? On ne parle plus élection, alors qu'après sa démission, la Constitution, la loi électorale prévoit que les nouvelles élections soient organisées. Bien évidemment, chers téléspectateurs et auditeurs, merci de la parole, cher Osé Manzanza. C'est depuis quelques années que Richard Mouyej a eu à connaître tout ce que beaucoup d'entre nous connaissent déjà. Et on en est où aujourd'hui? La question ne fait plus d'actualité, même si au niveau de la ville de Kolosi dans la province du Lualaba, il y a ceux-là qui tiennent Mordikis pour que les élections soient organisées. Au moins. Mais est-ce que cela devait être un combat d'acteurs politiques ou c'est une disposition de la loi qui dit si le gouverneur démissionne, après un certain nombre de jours, des nouvelles élections devraient être organisées? Malheureusement, ce n'est pas ça ce qui se passe. Il est bien clair qu'avant sa démission officielle, il était déjà déclaré démissionnaire, il était déjà déclaré, on dirait qu'il n'exerçait plus encore ses fonctions, mais c'est depuis les 10 janvier de cette année que Richard Mouyej a déposé officiellement sa démission et on devrait avoir les élections. Comme vous l'aviez dit, dans les 15 jours qui devraient suivre, on devrait convoquer cette élection-là, mais ça n'a jamais été fait au niveau de la province du Lualaba. Pour ceux-là qui sont aux affaires, je parle ici de ceux-là qui entourent la gouverneure intérimaire du Lualaba, même s'ils n'aiment pas qu'on l'appelle comme ça, ils ne voient pas l'importance d'organiser les élections, l'élection du gouverneur et de son vice à quelques mois des élections générales dans notre pays. Alors que la loi, à ce niveau-là, la loi... Qui ne voit pas l'importance de revenir à l'ordre constitutionnel à la veille des élections, comme vous le dites? En tout cas, je parle ici du camp de Mme Fifi Masuka. Nous avons eu à échanger plusieurs fois avec certains de ses proches et même ses communicateurs qui les disent tout haut, qui disent qu'ils ne voient pas l'importance d'organiser ces élections-là, alors que la loi dit autre chose. Mais quand vous allez également à Kolosi aujourd'hui ou dans la province du Lualaba, vous allez trouver qu'il y a effectivement une transformation. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en termes des routes, en termes des bâtisses. Et ils estiment plutôt qu'on devrait d'abord donner le temps à Mme Fifi Masuka d'aller jusqu'à l'organisation de l'élection des élections des gouverneurs ainsi que des vice-gouverneurs. Mais ils disent quand même qu'ils n'ont pas peur. Ils sont majoritaires au niveau de l'Assemblée provinciale. Et si une élection est organisée, Mme Fifi va l'emporter haut la main. Alors, Fabien Gouesh, correspondant des Top Congo FM dans la province du Kasaï, ville de Chikapa. Vous êtes ici à Kinshasa avec nous. Bonjour Fabien Gouesh. Bonjour Osé Manzanza, bonjour à tout le monde qui est en train de nous suivre. Alors, vous avez suivi les débats, on parle développement des provinces. Est-ce que les députés provinciaux, selon vous, font leur travail pour permettre justement, font suffisamment, j'allais dire, leur travail pour permettre justement le développement des provinces de la RDC au regard des missions qui sont les leurs, notamment les contrôles et les suivis du programme du gouvernement provinciaux? Moi, j'ai dit non parce que, par exemple, dans la province du Kasaï, les députés provinciaux ne font pas correctement leur travail parce que vous allez voir, vous savez, dans l'espace Kasaï, de toutes les 5 provinces de l'espace Kasaï, les éléments des faits. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut justement soutenir par les éléments factuels. C'est ce que je suis en train de dire, Osé. Vous allez voir dans toutes les 5 provinces de l'espace Kasaï, il n'y a que la province du Kasaï, depuis cette nouvelle législature, depuis que Félix Tshisekedi est à la tête du pays, il n'y a que le gouverneur Pimé qui n'a pas été destitué. Destitué, réhabilité, mais qui résiste encore. Mais d'autres provinces, on a eu quand même à changer de gouverneur. Mais dans la province du Kasaï, moi, je dis non parce que les députés provinciaux ne font pas correctement leur travail. Parce que vous allez voir dans la province du Kasaï, les députés qui sont en copinage, je veux bien dire, avec les gouverneurs de province,
Pourquoi, lorsque les gouverneurs, par exemple, dans une histoire qui n'avance pas la province du Kasaï, comprenez ce que je vais dire, les députés provinciaux ne veulent pas dénoncer, les députés provinciaux sont toujours ce que l'exécutif veut dire. Et alors, vous allez voir aujourd'hui, tous les programmes initiés par le chef de l'État, il n'y a pas d'exécution dans la province du Kasaï. Nous pouvons ici commencer par les programmes 100 jours. Nous pouvons aujourd'hui aborder les programmes Tchilé-Gélou. Et aujourd'hui, les projets 145 territoires. La province du Kasaï a 5 territoires, plus la ville. Et je peux vous dire que pour les programmes 145 territoires, aujourd'hui là, il n'y a que pose de la première pierre. Aucune réalisation. Alors que les députés provinciaux ont été invités par le chef de l'État pour qu'ils s'approprient de ces projets initiés par le président de la République. Non, mais ils peuvent bien s'approprier. Si les projets que vous faites allusion, vous parlez des 145 territoires, programme des 100 jours, c'est des projets gérés directement à partir de Kinshasa. C'est quoi les niveaux d'implication des gouverneurs de province et des députés provinciaux pour dire que si ça ne marche pas, c'est du fait de leur incapacité de gestion? Bon, je vais tout juste dire que pour les projets d'abord 145 territoires, ces projets initiés par le président de la République, vous allez voir dans d'autres provinces, déjà les ouvrages ont été livrés à la population. Mais dans la province du Kasaï, demandez à Moueka, à Luebo, à Ilebo, à Dekese, dans les territoires de Chikapa. Donc, on va vous dire qu'aucun ouvrage, même pas mur élevé, il n'y a que pose de la première pierre. Est-ce que pouvons-nous aujourd'hui dire que le projet 145 territoires initié par le président de la République est exécuté dans la province du Kasaï? Non. Mais alors que les députés provinciaux qui ont été invités par le président de la République, qui ont été d'ailleurs demandés de s'approprier ces projets, aujourd'hui là, le projet 145 territoires n'est pas exécuté dans la province du Kasaï. Le projet Tchilé-Gélou, 145 km de routes qu'on devait donc asphalter. Vous pouvez me dire, dans la ville de Chikapa, quelle est la route qui est asphaltée dans le cadre du projet Tchilé-Gélou? Donc, moi, je vais dire que les députés provinciaux de la province du Kasaï, jusque-là, par rapport, ils peuvent dire qu'ils ont donc initié leurs actions parlementaires et dit ainsi de suite, mais si on ne voit pas des actions concrètes, je vais tout de même dire qu'à ce jour, les députés provinciaux de la province du Kasaï n'ont pas convaincu leurs électeurs. Parce que lorsque vous passez partout... on reste dans les centres du pays. Nicolas Kazadi, vous venez de suivre Fabien Gouesh, correspondant de Top Congo FM dans la province du Kasaï. Fabien Gouesh fait voir qu'il existe une sorte de copinage entre les députés provinciaux et les gouverneurs de la province, lesquels copinage ne permet justement pas le développement de la province, alors que dans la province du Kasaï oriental, où vous êtes correspondant de Top Congo FM, on observe plutôt des gouverneurs qui se regardent toujours en chien de défaillance avec les députés provinciaux. Malheureusement, cela ne profite également pas à la province. Qu'est-ce qui justifie justement ces différentes approches, mais qui, au finish, ne contribuent pas à l'intérêt supérieur de la population? Oui, bon, en fait, si j'ai bien suivi ici, Fabien, il voudrait amener un contraste dans ce qui doit être fait par un député provincial. Il n'a pas pour mission d'aller faire exécuter les travaux. Non, c'est totalement inconcevable. Un député provincial, il a sa mission, c'est légiférer et contrôler l'exécutif provincial. L'approche qu'il faudrait ici relever... Mais alors, il a fait savoir, alors Nicolas Kazadi, il a fait savoir qu'il existe une sorte de copinage entre les députés provinciaux et les gouverneurs des provinces. C'est lesquels copinage ne permet pas le développement de la province du Kasaï, parce qu'ils agissent en copain-copain. Mais également, quand nous allons chez vous, dans la province du Kasaï oriental, les gouverneurs des provinces sont toujours regardés en chien de défaillance par les députés provinciaux, mais le développement n'arrive pas. Encore faudra-t-il se poser des questions sur les motifs qui occasionnent ce regard en champ de défaillance entre l'exécutif provincial et les députés provinciaux. Voyez-vous? C'est qu'il faut se poser toutes ces questions. Elles sont fondamentales. Qui fait quoi, qui est où et qu'est-ce que l'on doit faire, à quel moment et comment le faire? Voyez-vous? C'est qu'il faut se poser toutes ces questions pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Moi, je reviens à une situation qui est tout à fait fondamentale. Je remets la balle dans les camps de la population. C'est qui que vous mandatez pour envoyer à l'Assemblée provinciale? Quelqu'un?
incapables de pouvoir traiter, lire, comprendre exactement un petit bouquin comme ça. Voyez-vous, c'est que vous vous retrouvez dans une situation, Jonathan était en train de le dire tout à l'heure, mais ça, il le disait, vous avez des députés qui finalement sont en train de finir toute une législature. Aucun édit initié, moins de 10, d'autre part, ou peut-être 2 ou 3. Voyez-vous? Et pourtant, c'est parmi leurs missions fondamentales. Légiférer et contrôler l'exécutif provincial. Les copinages, il peut bien les dire tout à l'heure. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il peut le dire. C'est condamnable parce que ça ne va pas dans le sens de pouvoir contrôler exactement et en toute objectivité l'exécutif provincial. Moi, j'aimerais revenir sur un fait, sur les différents projets financés par n'est-ce pas, l'exécutif national. Même les gouverneurs sont en difficulté. J'ai entendu même certains dans ma province dire « épargnez-moi en tout cas les questions des projets qui viennent particulièrement de Kinshasa ». Ils ne savent pas y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous parlez du projet des 145 territoires, mais Osema Zaza, dites-moi, les gouverneurs des provinces ont à faire quoi dedans? Voyez-vous? Il a à faire quoi dedans si son travail n'est que de veiller peut-être que les travaux s'exécutent? Mais qui finance les travaux? Les députés provinciaux vont contrôler qui? Les députés provinciaux vont contrôler la BCECO? Les BCECO, disais-je, pardon, les bureaux de coordination et tout. Il va contrôler les BCECO. C'est inconcevable. C'est ici à Kinshasa où on doit devoir poser les questions aux responsables des BCECO, aux responsables des différentes entreprises qui sont engagées dans la construction de toutes les infrastructures prévues dans le cadre du développement des 145 territoires. Alors, la vous vous retrouvez aujourd'hui... Pour le cas d'espèce, s'il vous plaît. Alors la question, quel type de gouvernance il faut pour le développement de la RDC? Nous avons suivi la dernière communication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a souhaité, qui a ému le vœu de voir le gouverneur des provinces être nommé par lui, ou soit par les présidents qui sont en fonction, et créer des mécanismes de contrôle par les députés provinciaux. Quel type de gouvernance est approprié pour le développement des provinces de la RDC? Avant de répondre à cette question, Osema Nanda, je voudrais dénoncer un fait. La question est posée directement à vous. C'est que ici sur le plateau. Durant cette législature qui est en train de prendre fin, nous avons vu un ministère de l'Intérieur super puissant qui suspend les activités parlementaires dans les assemblées provinciales comme il veut, alors que juridiquement, il n'en a pas le pouvoir, bien qu'il y ait des troubles ou pas. On a vécu ça, c'est un fait vraiment à dénoncer. Dans un pays démocratique, on ne peut pas vivre, parce que le seul qui a le pouvoir sur les assemblées provinciales, c'est le président de la République, après consultation du président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, pour dissoudre notamment. Mais on sait qu'on a vécu ce qu'on aura vécu durant cette législature. En tout cas, ça laisse à désirer. Et aussi, quand nous parlons de quel modèle pour le développement de province, moi, je me demande, toujours dans le sens de me dire, quel rôle auront joué les assemblées provinciales? Elles auront été budgétivores. Elles ont inutilement pesé sur les budgets des provinces. Et les gouverneurs qui sont élus sur la liste d'abord du PPRD en majorité, aujourd'hui on bascule dans l'union sacrée parce qu'on veut protéger son pouvoir, ça n'a pas marché. Pour moi, vous voyez encore ce qui se passe pendant les élections de gouverneurs? Des dénonciations, des 10 millions de dollars qu'on donne aux députés, alors que la justice ne sait pas. Alors la question, quel type de gouverneur doit être élu au suffrage universel par la population comme le président de la République? Parce que ça nous permet, nous, de savoir qui est capable de faire quoi. Parce que les députés, en fait, nous ont donné l'impression, aussitôt à l'Assemblée provinciale, ils ont manifesté le besoin de construire leur maison, d'acheter de nouvelles jeeps, alors que nous, la population, nous n'en avons pas. Alors Nicolas Kazadi, il faut élire Jonathan Messa propose que le gouverneur soit élu directement par la population, alors que tout à l'heure, vous évoquez la qualité des votes de la population, souvent manipulée par les acteurs politiques qui votent déjà au départ très mal les députés provinciaux. Pensez-vous que cette population est à mesure aujourd'hui, je parle de la population des provinces qui vit en majorité dans les milieux ruraux et périurbains, qui constituent 80% de la population congolaise, est-ce que cette population est aujourd'hui à mesure d'élire bonnement ou savoir élire le gouverneur des provinces de manière directe? Je respecte, j'aime et généralement j'accepte les convictions de tout un chacun dans ce pays. Mais seulement il y a un fait. Je ne vais pas ici dire que le peuple congolais est encore irresponsable parce que nous l'avions vu manifester pour dire non à certaines choses. Mais seulement je me dis,
Si aujourd'hui, il faudrait encore revenir à une question du genre, il faut élire les gouverneurs au suffrage universel direct. Ça serait concevoir encore une autre chose qui n'a pas de sens. Parce que déjà, dans les assemblées provinciales, on nous envoie tout et n'importe qui. Voyez-vous? C'est qu'aujourd'hui, moi, je pense que le président de la République a totalement raison. Non seulement c'est limité à la question du genre, qu'il faudrait nommer des gouverneurs, mais il faudrait plutôt passer à la question des gouverneurs non originaires. Je l'ai toujours soutenu, personnellement. Ça permet en un sens de pouvoir travailler sur la cohésion nationale, quand on sait que quelqu'un du Kasaï oriental peut facilement aller diriger les grands Bandundu et se dire « je suis au Congo, c'est chez moi et je peux travailler ». Voyez-vous? Mais seulement, il faudrait trouver un mécanisme de pouvoir faire en sorte que les assemblées provinciales soient contrôlées. Je n'ai jamais compris cette séparation qu'il y a entre le Sénat et les assemblées provinciales osées. Vous vous imaginez les alors Sénats, que le Sénat est l'émanation des assemblées provinciales. La fracture est directement après les élections. Mais oui, la on fracture ne sent est pas juste... qu'il y a eu... Vous les sentez ça, même pas. Oui, vous les sentez même pas redevables. J'ai même entendu un élu provincial dire... Logiquement, un sénateur ne peut pas aller en vacances parlementaires en rencontrant la population, mais plutôt, il va venir rendre compte aux députés provinciaux. Logiquement, ça se conçoit. Voyez-vous, c'est qu'aujourd'hui, il faut travailler sur un mécanisme, d'abord, de nomination des gouverneurs et aussi un mécanisme de contrôle, d'accord, en retour des assemblées provinciales. C'est-à-dire quoi? Les sénateurs doivent avoir un œil regardant sur les assemblées provinciales parce qu'il y a du n'importe quoi. Finalement, vous vous imaginez que vous avez toute une assemblée qui finit une législature 5 ans durant au Sénat, où ils n'ont même pas dit et dit. Alors qu'ils sont une quarantaine, ils sont une vingtaine. Finalement, ils ont fait quoi? Si ce n'est que bouffer l'argent du contribuable congolais. Alors qu'en réalité, leur travail est... Donc, nous sommes en train de finir une législature des motions, des pétitions. Ça aurait servi à quoi? Parce que de toute façon, le peuple n'aura rien profité. Une législature qui ne permet pas ou qui n'a pas favorisé le développement de la RDC, qu'est-ce qu'il faut en contrepartie des propositions sur là? Nicolas Kazadi parle de gouverneurs qui doivent être nommés, mais des non-originaires. Jonathan Messa estime qu'il faudrait que les élections soient organisées de manière directe, c'est-à-dire que le gouverneur puisse être élu par la population. Qu'est-ce qu'il faut pour le développement de la RDC à partir des provinces? Quel type de gouvernance qu'il faut pour nos provinces? Bien, merci Osé. Déjà qu'on vote pour des députés qui ne savent pas bien jouer les rôles, est-ce qu'on saura voter au suffrage direct les gouverneurs qui saura vraiment répondre aux attentes de la population? Eh bien, je soutiens cette idée de nommer les gouverneurs non originaires, c'est vrai, mais il faudra aussi renforcer les pouvoirs des assemblées provinciales. Et donc, la balle revient aussi dans le camp de la population, voir qui vous allez envoyer à l'Assemblée provinciale pour contrôler ces gouverneurs qui ont été nommés par le président de la République. Et donc, il faut que cette Assemblée ne soit pas inférieure à ces gouverneurs, non pas ce qui est nommé par le président de la République. Irrédévable au président de la République et non à l'Assemblée. Et non à l'Assemblée. Donc, il faudrait, et ça revient à une certaine révision de la Constitution. Il faut vraiment revisiter certains articles par rapport à ces élections-là. Pour permettre à l'Assemblée d'avoir tout de même les pouvoirs de contrôler l'exécutif provincial, les gouverneurs, même s'il a été nommé, des sanctions, malheureusement. Même s'il a été nommé par le président de la République. Et donc, c'est cette Assemblée, justement, provinciale qui, une fois le gouverneur, même s'il vient avec les pouvoirs plénipotentiaires, s'il faut le dire ainsi, il est nommé par le président de la République, mais il est contrôlé par une Assemblée qui est vraiment puissante, qui a des hommes qui savent vraiment voir les choses telles qu'elles doivent se passer, eh bien, que cette Assemblée a vraiment, disons, tous les pouvoirs également qui viennent, c'est-à-dire la protection qui vient également, non seulement de la population, oui, c'est la base, c'est le peuple souverain, mais aussi du président de la République lui-même qui sait que cette Assemblée est là, peut facilement me proposer de nommer un autre gouverneur si celui-là n'a pas réussi. J'étais fait quitter Kinshasa, tu vas diriger la province du Sud Kivu, eh bien, tu n'es pas capable, tu amènes la quinoiserie au Sud Kivu, tu n'es pas capable de gérer cette province, eh bien, les députés qui soient capables de proposer avec des preuves à l'appui au président de la République pour dire, ces gouverneurs, c'est vrai, vous l'avez envoyé, mais ils nous amènent la quinoiserie ici, nous, on ne voit pas le développement, eh bien, nous vous proposons, Monsieur le Président, de pouvoir changer ces gouvernements,
ces gouverneurs plutôt nommer un autre gouverneur qui sera capable de nous diriger. Cela permettrait qu'il y ait... Jonathan Kombi qui parle. Et puis merci beaucoup, Jonathan Kombi. Merci, José, j'ai fini. Ce n'est pas que ce sera une gouvernance de bras de fer entre l'Assemblée et le gouverneur. Il faut qu'il y ait cette harmonie de gestion. Il faut qu'il y ait collaboration. Et cela permettrait justement à ce que la province puisse décoller, que la population puisse bénéficier des fruits de cette gouvernance, même si c'est le président qui a nommé, mais il y a quand même des députés, l'émanation du peuple qui sont là pour contrôler. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan Kombi, correspondant des Top Congo FM, je rappelle, à Goma, dans la province du Nord Kivu. Erickson Louembe, la même question, vous avez suivi les interventions des autres? Oui, j'ai suivi les interventions des confrères. Néanmoins, j'estime que ce qui prime, c'est l'amour de sa province, c'est aussi le patriotisme. Parce que l'amour de son pays, pour Nicolas Kazadi, qui estime qu'il ne faut pas qu'il y ait des originaires pour parler que de sa province. Oui. Alors, il faut quelqu'un qui a au moins un projet, qui a au moins une vision. Il sait que quand je suis gouverneur, je dois faire 1, 2, 3. Je prends l'exemple de la province du Nord Kivu. Quand Karli Kassivit a été gouverneur, dans la région de Béni, nous avons vu 3 km asphaltés, nous avons vu des ponts construits et réhabilités. Même s'il peut être combattu par les députés du camp de l'opposition, mais la population, il a le soutien de la population parce qu'il y a quand même des réalisations sur le terrain. Même si nous pouvons dire que nous pouvons appuyer que le gouverneur soit nommé. Ça peut être un gouverneur nommé, mais qui n'a aucune vision. Donc, ce qui compte plus, c'est le niveau du patriotisme et l'amour de son pays également. Et par rapport à la... Mais une question. Comment est-ce qu'un gouverneur qui est non originaire, il vient par exemple de l'Ouest, peut arriver à gérer une province comme la province du Nord Kivu, avec toute la complexité qu'il y a autour des problèmes que connaissent cette province? Est-ce que c'est possible? C'est possible parce qu'on avait eu Conde Vilakanda qui était de l'Ouest, mais dans une situation de paix. Mais dans une situation de paix. Dans une situation de paix, à l'est du Congo, c'est un pays qui, notre pays est toujours agressé, mais seulement il avait la capacité d'écoute et de matérialiser et d'avoir un cahier de charges. Mais le plus souvent, vous constatez que le gouverneur qui est combattu par les députés, soit il n'a pas une vision, soit il n'a aucun programme. Par exemple, je vous donne un exemple, les gouverneurs militaires. Les gouverneurs militaires, en 2 ans, nous pouvons quand même les compter par rapport aux infrastructures. Route Boutembo, Mangouredji par réhabilité. Et comme je l'avais tantôt souligné, mais on sait que le gouverneur, jusque-là, la société civile estime qu'il est incapable d'éradiquer l'insécurité. Mais au moins... Qui est d'ailleurs la mission, la première du confier après sa nomination, après l'instauration de l'état de siège. Merci beaucoup, Erickson Louembe. Alors, rapidement, Timothée Prince Odia, nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel type de gouvernance qu'il faut aujourd'hui pour le développement de la RDC? Vous avez suivi toutes les interventions, Timothée Prince Odia. Moi, je crois que ce soit des gouverneurs nommés ou des gouverneurs élus, je suis en train de rejoindre d'épouser les idées des collègues Louembe, Erickson, qui estiment qu'il faut un niveau élevé du patriotisme. C'est une question de prise de confiance qui devrait commencer par l'électeur, qui doit savoir, parce que nous nous approchons des élections, qui est-ce que je vais envoyer à l'hémicycle. Ça, c'est d'abord la première des questions. Et celui-là qui sera à l'hémicycle devrait aussi bien faire des choses. Mais il y a aussi une question qu'il ne faudra pas aussi oublier. On est beaucoup suivi en ces moments. J'aimerais également que la CENI joue pleinement son travail, que la CENI ne puisse pas nous prendre des députés du genre nommés, du genre entre guillemets et tout cela. Parce que c'est quand même une erreur rectificative. C'est pas le travail de la CENI. S'il vous plaît. La CENI ne pompe pas des électeurs en rectificatif immédiat. La CENI ne pompe pas des députés. La CENI organise les élections. Il ne suffit qu'avoir justement d'avoir. Il ne suffit qu'après élection, combien de dossiers de contentieux on a dans ces pays?
Et ça voudrait dire quoi? Comme partout vous ailleurs. avez, qu'on évite la fraude. Vous avez, s'il vous plaît, c'est à ce niveau-là même. Donc vous voulez dire que là-bas, il y a des députés nommés. Parler des élections qui soient bien organisées. Tout à parler fait. de la sensibilisation de la population pour que la population arrive à bien voter. Tout à fait. Mais la CENI n'arrive pas à donner les élections. Permettre aux électeurs... Je vous arrache la parole, Timothée Prince-Royal. Les temps fait défaut. Je vois que vous avez malheureusement directement. Mais Nicolas a beaucoup parlé, hein. Directement, je prends Fabien Gouache pour clôturer. Rapidement, Fabien Gouache, vous avez quelques minutes, quelques secondes, j'allais dire. Voilà, merci beaucoup, Osé Manzanza. Moi, je vais tout juste dire que les gouverneurs nommés par le président de la République, est-ce que vous pensez que ces gouverneurs nommés par le chef de l'État, non originaires, peuvent être bien contrôlés par l'Assemblée provinciale? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi votre proposition? Qu'est-ce qu'il faut? Ce que moi je pense, c'est que les gouverneurs doivent être élus par la population. Mais la population aussi doit savoir que, avant de lire quelqu'un, il faut savoir quel type d'homme à la tête de l'exécutif provincial. Parce que nous avons aujourd'hui, même dans nos assemblées provinciales, même à l'Assemblée nationale, des députés qui, aujourd'hui, nous déplorons pourquoi il a été élu. Et alors, nous connaissons tous la situation politique. Je ne vais pas dire ou parler d'autres provinces, mais je parle ici de la province du Kasaï. Merci la province beaucoup, du Kasaï aujourd'hui. Je suis obligé donc, de vous arracher la parole parce que les temps, c'est la radio. Oui. Vous connaissez mieux que moi que les temps et les principes. Et voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ce numéro de votre magazine, le journal des correspondants. Vous qui nous avez suivis de partout dans le monde, vous nous avez suivis sur l'ensemble du territoire national. Merci de nous rester toujours fidèles et à très bientôt.